J'invite Véronique Discourbio ainsi que Claude Nègre à nous rejoindre, ainsi que Nabil Gantous. On est dans vraiment le dernier quart d'heure, celui qui permet d'emporter des messages, d'en formuler ou de partir avec de nouvelles questions, parce que c'est aussi ça qui fait avancer nos réflexions. Bienvenue à vous, et peut-être sur ce quart d'heure annoncé, vous questionner, peut-être Madame la déléguée générale, un PV d'ensemble et puis une interpellation tout à l'heure d'Éric Luc. Oui. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me suis régalée avec ces tables rondes. Je crois qu'on a balayé beaucoup de choses. Moi j'ai retenu quelques points. Alors tout d'abord, sur la première table ronde, après 25 ans de RSE dans les entreprises, il semble qu'il y ait encore un long chemin devant nous. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, et qu'il va falloir qu'on aille plus vite que les 25 dernières années. Donc ça, c'est un constat. Après, face à ce constat, ce que j'ai noté, moi, c'est que ce qui semblerait être un frein, c'est l'opposition constante qu'on s'amuse à faire, et je dis bien qu'on s'amuse à faire, entre RSE et coût. Parce que, comme le disait Madame tout à l'heure, ce n'est pas forcément que des oppositions. Il faut absolument qu'on s'applique dans les entreprises à ne plus parler de la RSE comme un concept qui serait une cerise sur un gâteau, quelque chose de coûteux, quelque chose qui servirait à la communication ou au marketing, mais bien qu'on l'intègre dans l'opérationnel comme une constante, comme quelque chose qui de toute façon va faire partie de l'opérationnel, et il va falloir construire autour de ça. Alors, moi, je vais partager avec vous une petite astuce que j'avais lorsqu'on me faisait quelques oppositions dans un temps passé. J'avais coutume, quand on me disait cette action-là, elle n'est pas faisable, elle n'est pas réaliste, d'essayer à chaque fois de me dire dans laquelle des trois tiroirs, mes trois tiroirs secrets, je vais ranger cette action. Alors, j'essayais toujours de me dire, cette action, est-ce qu'elle répond à une réduction de coûts? Parce qu'il y a quand même un grand nombre d'actions RSE qui peuvent représenter des réductions de coûts. On l'a vu sur la logistique, sur l'énergie, sur pas mal de choses. Donc ça, ce sont des choses qui, bien sûr, vont nécessiter des investissements à court terme, mais qui, à long terme, moyen ou long terme, proposeront des vraies réductions de coûts pour l'entreprise. Donc, c'était déjà une manière de lever un frein. Mon deuxième tiroir secret, c'était, c'est peut-être pas tout de suite un investissement qui va avoir un ROI à 2 ans, mais c'est une opportunité sur un développement de marché. Je vais prendre un exemple simple. Le bio, quand on l'a démarré, c'était confidentiel, un petit peu un marché pour les bobos. Aujourd'hui, ça a pris une place très importante, et notamment grâce aux marques propres. Le troisième tiroir, et j'en finirai avec celui-là, quand ça ne rentre ni dans l'un ni dans l'autre, eh bien mon troisième, c'était de dire c'est de la gestion de risque. La gestion de risque, effectivement, je ne sais pas vous dire combien ça va rapporter, quel est le ROI. Mais si le fait de faire des audits sociaux en Asie peut m'éviter demain l'effondrement du Rana Plaza ou autre, et la destruction de l'image de marque, eh bien, j'aurais quand même fait un investissement pas du tout stupide. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut vraiment penser et arrêter d'opposer RSE et coût, et que si on le repositionne bien à sa place dans l'opérationnel, il n'y a aucune raison que ça reste à ce niveau-là. Ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Après, on a parlé de comment communiquer sur la RSE. Alors, comment communiquer sur la RSE, c'est compliqué parce que certains l'ont dit, c'est une démarche qui n'est jamais aboutie. On la commence et on en est à la première marche, il y en a encore 3 derrière. Donc, je crois qu'il faut être absolument humble dans la communication, et que ceux qui se prennent les pieds dans le tapis, ce sont ceux qui veulent uniquement faire du marketing et souvent construire la communication avant d'avoir fait les expériences et mis en place les actions. Donc il faut être humble, et il faut être capable de dire voilà où j'en suis, voilà ce qui n'est pas encore abouti, et surtout dialoguer avec ces parties prenantes. Ça a toujours existé de mettre autour de la table les syndicats, même les plus ennuyeux,
les ONG, surtout les plus virulentes, pour pouvoir décortiquer avec eux là où on en est, leur faire comprendre pourquoi on a du mal à aller plus loin et parfois trouver de l'aide auprès d'elles pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Et puis, je voudrais dire aussi que le consommateur, il va de plus en plus vouloir de la RSE partout, à tous les niveaux, dans tous ses produits, dans tous ses services. Mais ne nous y trompons pas, il le voudra au même prix qu'aujourd'hui. Donc, il va falloir mettre du jus de cerveau pour pouvoir réussir cette équation. Parce que ceux qui ont cru un instant que le consommateur était prêt à payer 30% plus cher un produit, ça, c'est dans le déclaratif, c'est pas dans la réalité. Dernier point, et j'en finirai avec ça, c'est de dire, moi je suis convaincue que la franchise a un vrai atout. Je suis convaincue que le savoir-faire, qui est l'élément moteur en fait de la franchise, doit englober la RSE. La RSE doit devenir un des éléments du savoir-faire du franchiseur, et que demain, je suis convaincue que les candidats choisiront une enseigne plutôt qu'une autre sur la base de l'engagement RSE, tout simplement parce que, comme je l'ai dit avec mes 3 tiroirs tout à l'heure, soit ils auront des coûts moindres, soit ils auront des plus grandes opportunités de marché, soit ils auront des risques réduits. Sur le fonctionnement du cercle, peut-être son actualité, est-ce qu'il y a une réunion bientôt? Est-ce que cette journée vous éclaire quant à ce qui est attendu de la FFF dans la proposition à ses franchiseurs et adhérents donc d'une instance de réflexion, de partage, d'évaluation, peut-être en tout cas de monitorat? Alors, bien sûr que toutes les études comme celle-ci ne font que nous éclairer, nous aider hein, dans les démarches. On est bien conscient en fait de cette hétérogénéité hein, à l'intérieur de ce club. On a très besoin en fait des locomotives. Je crois que les gens se nourrissent vraiment de l'exemple. Et encore une fois, je ne crois que dans la RSE opérationnelle. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a besoin de ce club, appelons-le un club, appelons-le un cercle, où les gens échangent et partagent sur la manière dont ils montent leur démarche, de la manière dont ils arrivent à convaincre leur réseau, de la manière dont ils établissent leur structure. Voilà. Claude Nègre, bonjour. Vous êtes, Claude, on vous connaît bien, directeur du comité scientifique de la FFF. Depuis, vous avez été un fondateur de cette instance. Les enseignements de cette édition 2021 portant sur la RSE, de votre côté, quels seraient les 2-3 mots, items ou pourquoi pas interrogations que vous emportez ou que vous nous invitez à emporter? Bien, alors, moi, je suis un peu le comptable du niveau de réponse des équipes de recherche par rapport aux formulations des questions du comité scientifique. Et à cet égard, donc, j'ai repéré, mais je sais que toute autre personne que moi ici pourrait avoir une analyse différente des points essentiels, remarquables. Si c'est en 3 mots, j'ai dit peut-être en 3 mots, j'aurais une observation, un espoir et une confirmation. C'est peut-être pas tout à fait suffisant. Alors, en un peu plus que 3 mots, une observation. D'abord, on a vu dans la première table ronde, il y a un tableau qui nous a été présenté où on catégorise les dimensions de la RSE, environnementale, sociale, sociétale, en fonction des acteurs, hein, réseau, tête de réseau, franchisé, clients, fournisseurs, etc. Bon. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, tout de même, c'est le caractère très prédominant des actions RSE communiquées. On est au niveau de la communication, là, hein, avec 7,3 actions de la part des réseaux de franchise, enfin du franchiseur en fait, suivi de la dimension sociale avec 3,8 actions et du sociétal avec 1,95 actions. Je reprends vos chiffres, ils sont suffisamment précis pour les reprendre. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste de la RSE,
je peux imaginer qu'il y ait des liens entre ces trois dimensions et que le sociétal à 1,95 n'existe que parce qu'il y a le social qui lui-même n'existe que parce qu'il y a l'environnemental et que le premier conditionne le second qui conditionne le troisième dans certaines proportions. Bref, il faudrait au minimum une analyse factorielle pour aller essayer de détecter qu'est-ce qui conditionne quoi. Ceci étant, il semblerait, à la lecture de ces résultats, qui sont quand même très importants, qu'en franchise, on serait plutôt dans la RES que dans la RSE, vu comme ça, sous réserve des liens existants entre ces dimensions. Ce que j'ai relevé aussi, c'est ce que je rangeais comme un espoir ou un signe fort, c'est la capacité de la franchise à utiliser ses aptitudes à l'innovation au profit de la RSE. Alors ceci apparaît plus dans le rapport que dans la présentation qui a été faite. Ça me permet de dire, comme toujours, lisez le rapport. On apprend quand même beaucoup de choses à la lecture du rapport. Celui-ci est digeste, il fait pas plus de 140 et quelques pages. Il y a une quarantaine de pages d'annexes, de méthodologie, donc on rentre quand même vite dans le vif du sujet. Ce sont des résultats de ces travaux et de toutes les analyses qui ont été menées. L'innovation est présentée comme, bon, à la fois, ça on le savait, critère de franchisabilité et maintien de l'avantage concurrentiel pour l'enseigne dans le temps. Mais on nous apprend que la RSE est un médiateur de l'émergence et de la diffusion de l'innovation dans les réseaux de franchise. Et je cite des résultats clés de ces travaux, c'est que la RSE est porteuse d'innovation pour la majorité des réseaux de franchise car elle amène à changer leur mode de pensée pour faire évoluer leur modèle économique. Les réseaux interrogés se sont exprimés sur les innovations attendues dans leur politique RSE. C'est pour ça qu'il faut lire le rapport. Il se trouve que nous avions en 2014, je le précise parce que je crois que c'est important, faire des liens avec des recherches que la Fédération avait déjà menées dans le passé. On avait fait conduire par un laboratoire de l'IAE de Caen, le NIMEC, deux laboratoires, le NIMEC et le CREM, une recherche sur les liens entre l'innovation et la franchise. Et on peut aujourd'hui établir des liens des convergences entre ces résultats de l'époque en question et ce que nous apprenons aujourd'hui. On avait ainsi appris que l'innovation dans les réseaux était plus d'ordre incrémental que de rupture. On apprenait en même temps que les innovations de rupture sont plus souvent menées par les franchiseurs et trouvent difficilement le consentement des franchisés. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est rien de moins que l'alignement de la performance économique, sociale et environnementale à travers, je cite, une acculturation totale à la stratégie RSE. Nous avons tout à l'heure un intervenant ici venant nous parler de RSE, il est directeur de la stratégie. Bon, ça a été relevé, c'est probablement pas un hasard. Et nous avions vu dans la recherche à laquelle je me réfère sur franchise et innovation que le pourcentage moyen du chiffre d'affaires consacré aux dépenses d'innovation par les franchiseurs était de 7,5%. L'INSEE, donnée très récente, en 2020, nous donne un chiffre de 7% en innovation du chiffre d'affaires consacré à l'innovation, de 7% pour les sociétés technologiquement innovantes. Or, nous savons qu'il n'y a pas dans la franchise que des sociétés technologiquement innovantes, ce qui tend à dire et à établir que la franchise est plutôt donc plus innovante que les autres formes organisationnelles. On pourra y voir un espoir ou un signe fort dans la capacité de la franchise à mettre en œuvre une stratégie RSE sur la base de ce que nous avons appris aujourd'hui. Et puis, il y a une réponse à une question centrale qui a été posée par le comité scientifique. Ce sera le troisième point, et on pourrait qualifier de confirmation. C'est la capacité de la franchise à diffuser les valeurs de la RSE en interne et en externe. Je cite
excusez-moi, je cite souvent, mais parce que c'est important pour recontextualiser. Le comité scientifique avait posé 2 questions essentielles. La franchise par l'organisation de ces têtes de réseau, la duplication de ces savoir-faire et l'enracinement local de ces franchisés n'est-elle pas un facteur différenciant et positif par rapport à d'autres modèles d'organisation? Ceci pour limiter les impacts des activités économiques sur les hommes et l'environnement. Autre question qui a été posée par le comité, quel est l'impact environnemental du mode de management spécifique à la franchise dans le contexte penser global, agir local, et ses conséquences sur la décentralisation des décisions et des mises en œuvre sur les économies de ressources par l'implication des acteurs? Eh bien, aujourd'hui, l'analyse lexicale qui nous a été produite nous indique que, par le prisme des consommateurs, que n'a-t-on pas dit sur les consommateurs aujourd'hui, paranoïaques, schizophrènes, j'en passe. Ils nous rendent quand même service, ce consommateur, suffisamment, déjà parce qu'ils génèrent du chiffre d'affaires, et puis parce qu'on aime bien aller le questionner pour savoir comment il perçoit les choses. Et le consommateur, il nous dit, il se fait une image de la RSE, et il nous dit que, enfin on en déduit par les analyses lexicales, il ne nous le dit pas directement, qu'il y a proximité géographique, proximité relationnelle et proximité identitaire. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous comprenez tous le sens de ces mots. Géographique avec la réduction des déplacements par la densification du réseau. Relationnel parce que les magasins constituent des lieux de reliance sociale, je cite encore le rapport. Et une proximité identitaire par adhésion du client, maudit client, aux valeurs véhiculées par l'enseigne, transformant celui-ci en consommateur local. On l'aime tellement pas qu'on voudrait quand même bien que ce soit un acteur local. Hein. On l'appelle le consommateur local. Bien. Alors oui, cette recherche confirme la vocation pressentie de la franchise à diffuser les valeurs de la RSE et à acculturer le consommateur. Ça, ce sont des réponses positives, intéressantes, à creuser d'ailleurs aussi, au questionnement du comité scientifique. Mais il y a quelques questions qui ont été posées qui restent ouvertes et qui, je pense, pourront intéresser utilement les travaux, notamment de la fédération, bien sûr. Questions qui restent ouvertes, qui portent notamment sur l'équité de la relation partage des profits, prise de risque, hein, sur la sécurité au travail, sur le bien-être au travail. On n'a pas osé dire le bonheur au travail, on a dit le bien-être au travail. 3 questions qui ont été posées, qui peut-être ne sont pas encore très développées, mais parce que ça ne rentrait pas très directement dans le champ de l'étude, et méthodologiquement, ce n'était pas évident à établir. Je terminerai par une réflexion un peu plus personnelle. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la RSE, je viens de la stratégie. Et à l'époque où j'étais dans des travaux doctoraux, j'avais un directeur de recherche qui me disait « Tu n'oublies pas quand même, il y avait un certain Bowen, en 1953, qui a fait un bouquin qui s'appelait « La responsabilité sociale de l'homme d'affaires ». N'oublie pas d'en parler. À l'époque, c'était quand même très cerné le champ. Hein, responsabilité sociale de l'homme d'affaires, pas de l'entreprise, de l'homme d'affaires. Bon, du coup, ces travaux m'ont fait repenser à ce côté un peu anecdotique, et je suis retourné un peu au père fondateur pour me dire finalement, mais ce Bowen, il a précédé les fondateurs de la pensée stratégique. Il a précédé les Igor Ensov, il a précédé les Christensen, Guth, Andrews, les fondateurs des modèles d'analyse stratégique sociologique. Alors, est-ce qu'il ne faut pas voir aujourd'hui un juste retour historique disons, l'appel à raisonner RSE au niveau de la stratégie globale de l'entreprise, si toutefois une raison historique en est une suffisante. Pour moi, j'ajouterais qu'il y a peut-être une dimension, enfin une logique un peu tautologique à se dire
la RSE doit faire partie de la stratégie, doit être partie intégrante de la stratégie, dans la mesure où toute réflexion stratégique consiste tout de même à optimiser le potentiel interne de l'entreprise par rapport à son environnement. Donc je dirais que c'est bien la moindre des choses. Et on ne risque pas de se tromper en disant ça en plus. Voilà. Alors, je suis aussi pas seulement le comptable du niveau de réponse des chercheurs aux questionnements du comité scientifique, mais aussi celui qui réfléchit un petit peu avec mes amis du comité au thème futur. Alors précisons qu'il est choisi, puisque c'est en cours de travail, un travail de chercheur porté par un garçon qui est en scène. Alors, ce garçon... Ça se précise. Ce garçon, on va lui demander, s'il le veut bien, de nous exposer brièvement, même l'intitulé de la recherche, et puis l'émission qu'il a reçue. Alors, Nabil Gantou, et vous êtes, je vais le prendre, le libellé Stratégie Omnicanal, marque et gestion des savoir-faire en franchise. Donc on est sur cette digitalisation, mais pas seulement, des modes de vente, de relations avec les consommateurs, des entreprises, qu'elles soient en l'occurrence en franchise. Est-ce que vous voulez en donner une définition plus précise? Quel est l'enjeu finalement? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter l'an prochain en tant que chercheur? Je crois que vous avez déjà travaillé d'ailleurs pour la FFF. Tout à fait. Vous aimeriez apporter quoi en cette enceinte? Des éléments de réponse sur quels défis finalement auxquels seraient confrontées les enseignes? Alors, quand on parle d'omnicanal, ce qui vient à l'esprit avant, c'est le côté canal, multicanal aujourd'hui. Pour ceux qui suivent l'actualité des réseaux, qui suivent aussi l'enquête de la Banque Populaire, dont a parlé Madame Souvéran tout à l'heure, aujourd'hui, la multicanalité, elle est présente. Ce n'est plus un sujet dans les réseaux de franchise. Allez trouver un réseau de franchise où il n'y a pas de site web, où il n'y a pas d'application, ou de numéro téléphonique, etc. Certains ont encore des catalogues, donc du coup, la multicanalité, elle est là. Le défi aujourd'hui pour toutes les entreprises qui pratiquent la multicanalité, qu'elles soient succursalistes ou franchisées, c'est celui de ce passage vers l'omnicanal. La différence entre le multi et l'omni, tout simplement, étant le fait que dans le multicanal, on démultiplie des canaux en parallèle. Dans l'omnicanal, on pense d'une façon plus globale, plus intégrée à un client qui, lui, a un parcours, qui aujourd'hui peut être le matin de regarder à travers son smartphone et l'après-midi aller en magasin, puis rentrer le soir et commander à travers le site web, et de se dire on va offrir une expérience qui est sans friction. C'est le mot qu'on utilise, l'expression qu'on utilise toujours. Donc en soi, cette omnicanalité est un défi aujourd'hui pour toutes les entreprises. Dans la franchise, c'est un tas de défis supplémentaires, pour plein de raisons, ne serait-ce que, par exemple, le fait que dans l'omnicanalité, il y a le défi d'offrir quelque chose de plus homogène possible. Or là, on est face à un réseau où il n'y a pas qu'une entreprise, il y a parfois des centaines de franchisés qui sont des entrepreneurs indépendants, finalement, même s'ils sont liés dans un accord vertical. Donc, à la fois managériellement, culturellement, le modèle de la franchise ne permet pas la standardisation de la même façon. Même légalement, cette année, la Fédération a organisé une journée sur le règlement d'exemption de la Commission européenne sur les accords verticaux. Revenait beaucoup la question de la concurrence à l'intérieur des réseaux. Avec la multicanalité, l'omnicanalité, la question qui se pose beaucoup, par exemple, au niveau de la concurrence interne, c'est quid de l'exclusivité territoriale lorsque le site web de mon franchiseur vient finalement me concurrencer aussi. Quid aussi de la question du partage de la valeur. Lorsque le client fait ce parcours-là, il y a des parcours ou des comportements dont peut-être vous avez entendu parler, le showrooming par exemple, lorsqu'on va en magasin puis on achète sur le site web, qui doit bénéficier de la transaction finalement. Comment doit-on
répercuter cette question de la distribution, la répartition de la valeur. Donc ça, ce sont des questions très importantes. Il y a aussi un défi qui est majeur, auquel nous, d'ailleurs, au moment où on a réfléchi sur la proposition qu'on a présentée au Conseil scientifique de la FFF, on n'a pas vu venir, mais aujourd'hui, dans le début de notre travail empirique, ça se voit de plus en plus. On pense multicanal et omnicanal au niveau du réseau, mais on se rend compte qu'il y a deux niveaux de multicanalité. Parce que le franchisé même, aujourd'hui, mène une entreprise, est à la tête d'une entreprise qui est elle-même de plus en plus multicanale. Parce que ce n'est pas que le franchiseur qui a un site web, c'est souvent des franchisés qui ont des sites web, c'est souvent des franchisés qui ont aussi des réseaux sociaux, qui ont une présence sur plein d'applications externes dans la distribution ou la restauration avec les Deliveroo, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de sujets passionnants. Pour essayer de les résumer, les questions vraiment principales sur lesquelles on va travailler pendant toute cette année, c'est comment finalement cette omnicanalité, qui est une exigence aujourd'hui de tous les réseaux, comment elle vient modifier le savoir-faire. Est-ce qu'il y a un savoir-faire omnicanal qui est transversal à l'entreprise? C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de notre travail, c'est de travailler avec une multitude de réseaux, un nombre plus restreint peut-être que l'enquête qu'on a vue aujourd'hui, en revanche avec une méthode différente, c'est-à-dire au lieu d'interroger une personne par réseau, l'omnicanalité étant transversale, les entretiens qu'on mène actuellement avec chaque réseau, on a à la fois le directeur de la franchise, le directeur du développement, du marketing, du juridique, de la data, du digital et nombreux franchisés. L'autre problématique très importante, qui est très structurante de notre travail, c'est comment cette omnicanalité vient finalement affecter ou impacter la relation de franchise, la relation franchiseur-franchisé qui est au cœur du modèle, à la fois au niveau de la qualité de la relation, mais aussi, parce que j'ai beaucoup parlé de défis, j'aimerais juste finir sur un point aussi très positif, comment on peut en tirer profit aussi en termes d'omnicanalité. J'ai beaucoup d'exemples ces 3 dernières semaines dans des entretiens que j'ai menés. Je fais un petit teaser pour l'année prochaine quand même. J'ai beaucoup d'exemples de canaux qui ont été développés de façon extrêmement bottom-up et pas du tout top-down, par des initiatives de franchisés. J'ai beaucoup d'exemples, vous avez parlé tout à l'heure, et M. Poisson a parlé de à quel point il est attaché, je le comprends très bien, à cette gouvernance finalement participative. Il y a beaucoup de gouvernance participative de cette omnicanalité, et notre travail, on espère, permettra d'avancer la modélisation de ces comportements. On a beaucoup de franchiseurs qui ont répondu présent à notre appel. Est-ce que vous voulez en citer d'ailleurs? On ne peut pas. Alors, tout à l'heure, dans le nuage de mots, moi j'ai vu un mot chocolat. Voilà. Il y avait le mot chocolat. Je suis sûr qu'en cherchant un peu dans le réseau des adhérents. Alors je peux vous dire qu'il y aura chocolat l'année prochaine aussi. Surtout que moi je suis très gourmand. Mais si vous allez sur le site de la FFF et vous cherchez chocolat, vous allez trouver qu'il y en a plusieurs. Il y a de Neuville, il y a Jeff de Bruges, quel suspense. Il y a Réauté. Donc voilà. Donc vous ne cherchez pas aujourd'hui à être accueilli dans différentes entreprises. Hein. Tout va bien. Le matériel a été agrégé. On aimerait peut-être, il y a certains secteurs, je vais continuer à vous contacter, peut-être on aimerait bien que d'autres secteurs soient représentés, mais effectivement l'étude est bien lancée. Et d'ailleurs, juste pourquoi on ne peut pas citer, parce qu'on est tenu par des engagements de confidentialité vis-à-vis de nos participants. Savez-vous, Monsieur Gantou, depuis 1998, combien de chercheurs comme vous, comme Salwa Ben Aghmouch, ont été sollicités et invités à réfléchir par la FFF? Je ne connais pas le chiffre exact, mais je voudrais vraiment souligner quelque chose que M. Guibra a dit tout à l'heure, qui est le fait que... on dit souvent que les universitaires en France sont déconnectés des entreprises. C'est pas faux, même dans nos disciplines à nous, qui sont très managériales. Moi, je suis prof dans une école de management, mais c'est souvent aussi parce que c'est très difficile de faire cette jonction. Et des fédérations qui, comme la FFF, ça fait quand même 23 ans, qui montrent ce niveau d'engagement dans la durée, à la fois de nous faciliter les contacts, de nous financer ces travaux, parce que la recherche, il faut le savoir, ça coûte très cher, et notamment quand on est dans le public, les moyens ne sont pas disponibles. Vraiment, moi, je tiens à saluer, c'est mon deuxième travail de recherche pour la FFF. Il y a une membre de mon équipe, Fabienne Chameroy, qui a aussi fait un 3e travail. Il faut vraiment saluer la FFF sur cet engagement qui rapproche ces deux mondes-là.
Donc merci encore. Vous serez le 76e, voilà. Et j'ajouterai... Ah d'accord, oui c'est vrai, comme c'est un... Voilà, vous êtes autour de 70-80, représentant 20 laboratoires, donc l'école de management de Normandie, c'est ça, l'EM? Alors, dans notre équipe, on est l'école de management de Normandie et l'université d'Aix-Marseille. D'accord, ok. Donc 20 prédécesseurs ou 20 déjà actés. On va terminer avec notre grand témoin, et puis peut-être le dernier mot de notre délégué général. Travaillez bien, Monsieur Gantou. Peut-être pour vous demander s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager à nouveau, et puis de nous dire, si on veut aller un peu plus loin sur le sujet, quel ouvrage pour les nuls, ou au contraire très très pointu, vous nous recommandez. Vous en avez apporté, vous les mettrez bien à l'écran là pour notre salle qui est en ligne, et puis ensuite on terminera avec Véronique sur, je le dis tout de suite, le 1er janvier, le cercle de la RSE se réunit, le 1er janvier, le 11 ? Non, j'ai vu un... C'est le 11. Pardonnez-moi, alors il me manquait un petit 1 dans mon texto. Deuxièmement qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre en avant dans les mois qui viennent autour de le compte-rendu, la mise en ligne de tous nos échanges sur le site de la FFF, avec la promesse que vous pourrez relire et réécouter tout ce qui s'est dit. L'an dernier, vous aviez été 250 à profiter de ce replay. Agnès Rambaud, peut-être nous dire... qu'est-ce que vous allez rapporter à tous vos collègues de l'entreprise, et puis vos recommandations de lecture, et aussi où est-ce qu'on doit aller si on souhaite régulièrement suivre, indépendamment de la FFF, ce sujet de la RSE. Alors, il y a 1000 questions dans votre dernière question, hein, mais bon... Donc, non, mais moi j'avais envie de conclure parce que j'ai suivi pendant un moment ce que faisait Marks & Spencer, et je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de leur démarche RSE qui existe depuis 15 ans. Allez vous balader d'ailleurs sur le site, ils racontent tout ce qu'ils ont fait, les choix stratégiques qu'ils ont pris sur le volet environnemental, social, de leur gamme produit, et ils appelaient leur démarche plan A, en disant parce qu'il n'y a pas de plan B. Voilà. Et j'aime bien ce petit clin d'œil. Voilà. On est vraiment dans le narratif aussi. Hein. Il y a une mise en scène. Voilà. Ensuite, oui, vous m'aviez demandé quel bouquin. Alors, il y en a plein. Il y en a un qui est intéressant que je n'ai pas apporté parce qu'il était plus lourd, qui est de Fabrice Bonifay et Céline Puff. Fabrice Bonifay, c'est le directeur RSE de Bouygues. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'entreprise contributive » très récemment, et je pense que c'est un super bouquin truffé de plein d'exemples très positifs, très inspirants. Très lourd aussi. Oui, très lourd. Non, mais il montre aussi que la RSE, encore une fois, c'est pas de la réparation d'externalités négatives, mais ça peut être des sources d'innovation. Et on l'a parfaitement illustré aujourd'hui. J'avais envie de finir sur un bouquin dont on parle beaucoup en ce moment dans nos cercles, qui s'appelle « Le bug humain ». Voilà. De Je ne bouge pas, d'un garçon qui s'appelle Sébastien Boller. Et je trouve que c'est très intéressant, très outillé, très illustré avec beaucoup de chiffres. Et en fait, en gros, il explique pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Donc, il explique comment notre cerveau, qui a à peine évolué depuis les primates, voilà, et ce qui nous bloque, et ce qui fait qu'il y a encore beaucoup d'inertie, comme nous le disaient les chercheurs aujourd'hui. Et par contre, quelle est la part du cerveau plutôt préfrontale qu'il faudrait arriver à faire fonctionner pour que ça marche. Voilà. Et donc, mieux connaître ces résistances, les neurosciences doivent y aider également. Complètement, c'est un neuroscientifique. D'accord, ok. Je vous avais proposé éventuellement d'imager cette question de la RSE avec un objet. Est-il entre vos mains? Est-ce un buffet normand? Où est-il? Est-il à portée de main? Non, en fait, il est dans mon sac, mais je peux en parler. En fait, j'avais apporté une paire de jumelles parce que je trouve que c'est une bonne idée de réfléchir à ces sujets avec une vision long terme. La jumelle, elle nous permet aussi de voir ce qui va arriver en termes de réglementation, d'évolution des consos, etc. Et de prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui et les bonnes priorités. Voilà. Et moi, j'invite tout le monde à une vision long terme. On ne fait plus beaucoup de prospective dans les entreprises et c'est bien dommage. Et je trouve que l'éclairage, alors je ne sais pas si ça rentre dans vos travaux, mais l'éclairage de prospectivistes nous aide aussi à appréhender ces thématiques. On vous remercie. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette fonction de grand témoin, de questionneur, de relanceur inlassable. Et vraiment, c'était précieux pour nous d'avoir cette ressource en vous. Véronique,
avec un dernier effort du côté voilà, outillage. Je vous laisse vraiment le dernier mot. Le mot de la fin, alors, il va être simple. Hein. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir procuré un moment de réflexion intense, de partage. Merci à Bruno pour l'animation. Merci à Agnès pour ces témoignages importants et nourris, à nos chercheurs. Et puis la fédération est là, votre fédération elle est là, on a un cercle RSE, ne l'oubliez pas, et il n'existe que parce que vous êtes là pour partager. Merci à tous et puis à bientôt. Voilà, bon retour. Il n'y a pas de pot ni de cocktail Covido compatible. En tout cas, la pensée et le cœur. Et le cœur, ils sont. Voilà. Bons échanges. Maintenant, les intervenants sont à vous.